Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 23 septembre, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes 88.4 FM, saison 7, épisode 3. Nous allons consacrer ce soir une bonne partie de l'émission à une balade dans le cinéma de John McTiernan. En ouverture, une citation du cinéaste américain, assez courte, je rassure mes camarades, tirée en fait d'un entretien avec Alex Simon pour le Venice Magazine en août 99. Donc c'est extrait finalement du livre de Pierre Berthommieu, un Hollywood moderne, Le temps des voyants, donc il traduit cet extrait. Le montage d'un film ressemble à un concerto, nous dit McTiernan. La couleur et la lumière y sont des mélodies visuelles. C'est étrange venant de moi qui suis considéré comme un réalisateur de pure action qui s'occupe de mitraillettes à gogo et d'explosions. Moi, je me suis formé sur des films européens très ésotériques. C'est peut-être ce que Paul Verhoeven et moi-même avons apporté, le fait de prendre les techniques du cinéma européen des années 60 et de nous mettre à les appliquer dans la production américaine de grande consommation. Voilà, donc vous l'avez compris, nous allons ce soir parler du cinéma de John McTiernan, donc au sommaire de cette émission. Voilà pour le sommaire. Mathieu, tu es là. Oui, je suis là, et avec nous, il y a également deux des critiques les plus influents de toute l'émission En attendant Godard, Thibaut. Salut les gars. Et Jean-Pierre. Salut. Et un spécialiste éminent et mondial de John McTiernan, un jeune écolier de la faculté de Rennes 2, Thomas. Avec des couettes. Pas trop le trac, tu vas parler comme ça avec les grands. Ça va, ok. J'ai un peu peur, on mais a ça hâte va. de t'entendre. En attendant Godard, il est 19h30, vous êtes sur Radio Campus Rennes 80.4 FM, on vient d'écouter un extrait de Die Hard 3, Une journée en enfer de John McTiernan, donc c'est le début d'une petite balade donc dans le cinéma de John McTiernan. Je tenais à le signaler tout à l'heure, parce qu'on l'a pas dit, par Mange tes morts, c'est que Mathieu donc fait maintenant l'émission avec une arme à feu. Voilà, je voulais juste signaler ça. C'est de circonstance aussi pour John McTiernan. Donc peut-être Thomas et Jean-Pierre par rapport à une situation actuelle du cinéaste. Donc je peux juste le dire rapidement. Donc il y a une rétrospective en ce moment qui a commencé il y a à peu près 10 jours à la Cinémathèque, qui était couplé à un hommage au Festival américain de Deauville. Parce que donc il y a une actualité assez forte en ce moment en France et un petit peu à l'étranger autour de John McTiernan, puisque je pense que vous n'êtes pas censé savoir, si vous avez écouté cette émission, que McTiernan a été emprisonné pendant 1 an et qu'il est sorti au mois de février et donc libéré définitivement au mois d'avril suite à des affaires d'écoute téléphonique liées à son film Rollerball sorti en 2002. Et donc du coup, il y a un certain petit retour critique assez important sur McTiernan qui fait bien plaisir en fait, qui remet en lumière son œuvre extrêmement importante à Hollywood depuis la sortie, on va dire, du premier Die Hard en 1988, qui en fait est peut-être le cinéaste le plus important du cinéma d'action et même de la forme spectaculaire hollywoodienne depuis cette époque. Parce que tous les cinéastes qui ont suivi Hollywood après s'en sont inspirés, à la fois que ce soit dans ses dégénérescences comme Michael Bay ou dans un style plus impressionnant, plus classique, plus stylistique comme Verhoeven ou Cameron, qui l'ont souvent dit en interview, enfin, qui en tout cas, où les formes, les motifs et ce genre de choses sont repris à McTiernan. Donc en fait, c'est un cinéaste qui a toujours été mal considéré par la critique, un peu moins par le public, qui lui a fait de gros succès commerciaux jusqu'à la fin des années 90. Mais donc c'est un cinéaste qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait dû. Il était au mieux considéré comme un bon faiseur. Alors que c'est plutôt un auteur, pour prendre ce terme dégueulasse, on pourrait dire que c'est un auteur, et c'est quelqu'un qui a eu énormément d'influence en termes de production et
en termes de style et dans la manière qu'il a de mener ses histoires et de caractériser ses personnages. Ces personnages de l'honneur, on va dire, de gens qui sont un petit peu seuls contre tous et qui sont souvent issus de la classe prolétarienne. On va dire comme McClane, qui est plutôt un flic de base, un genre de petit prolo, que ça soit les persos de Predator, qui sont une bande de mercenaires sans attache, que ça soit les Vikings du 13e guerrier, le perso, même par bien des égards, de Thomas Crown, qui a beau être un riche il vient des classes populaires, il le dit dans le film. Mais les classes populaires, donc il y a toujours cet aspect-là intéressant chez McTiernan. De refus de la hiérarchie. C'est ça, ce côté un peu frondeur ou un peu contrebandis en fait chez McTiernan. Point d'anarchisme. Voilà, une pointe d'anarchie. Et d'ailleurs, ça résonne avec le commentaire politique un peu. Il a aujourd'hui, à sa sortie de prison, dans toutes les interviews. Qui peut paraître un peu naïf, mais qui est néanmoins assez présent dans son discours en interview maintenant, mais qui était quand même assez présent en filigrane dans ses films depuis quasiment le début. Il fait le lien avec ses films, et bon, après, c'est vrai que c'est pas anarchiste non plus, c'est pas René Clair, ou je sais pas, il y a pas vraiment de cinéaste anarchiste pour cause. C'est René Clair quand même. Ouais, mais c'est l'époque aussi. mais quand même, il arrive à relire sa filmographie à l'aune de sa nouvelle un petit peu illumination sociale, puisqu'il a pris cher en prison et qui s'est un petit peu, je pense, radicalisé. Mais du coup, c'est vrai que tous les aspects dont tu parles sortent pas de nulle part, et notamment, il aborde maintenant une sorte de critique du cinéma d'action contemporain, en parlant enfin, il compare tous les films d'action aujourd'hui aux films de comics. Et c'est vrai qu'en plus on s'en tape pas mal des films de comics en disant voilà que le monde des comics est un monde de contes de fées qui fait que ressembler au nôtre, quand lui, après c'est à tempérer, mais s'attache à représenter plus la réalité, et en plus fait une question hyper importante de comment montrer la réalité, justement. Tourne toujours autour du héros, tandis que lui, avec McClane ou avec tous ses héros, refuse d'en faire des héros nationaux, des figures qui se placeraient au-dessus du reste, comme bien sûr les super-héros le sont, et qui introduisent une hiérarchie, donc sont une certaine façon ceux qui ont absolument raté les suites de Die Hard 4 et 5 qui là justement faisait de McClane un super-héros, un homme au-dessus du peuple, qui était un Superman. C'est dans le début de Die Hard 4 où il y a un dialogue, il faut que tu ailles sauver je sais pas quoi le monde, et puis lui il fait oh quoi encore. Non, Die Hard 4 c'est un film pro Patriot Act, c'est fait dans sa mise en place. Juste pour rebondir aussi là-dessus, Mathieu, c'est que par rapport au cinéma d'action et à ce qu'il en pense aussi aujourd'hui, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a très tôt finalement réfléchi sur son propre cinéma et sur le cinéma d'action. Il ne l'a pas théorisé, il ne l'a pas théorisé, mais c'est quelqu'un qui en fait a mis directement en pratique, à la fois parce qu'il a créé le cinéma d'action moderne, on va dire, avec Die Hard, le premier Die Hard, sur cette manière de insérer de l'humour ou un petit peu d'ironie, une certaine classe, et vraiment un mode de filmage qui hyper dynamique, à la fois par son montage où en fait McTiernan coupait ses plans en plein mouvement, ce qu'avant on ne faisait pas et ce que son monteur de l'époque ne comprenait pas, allié à une une photo hyper classe de Jan de Bont, qui était le chef-op hollandais de Paul Verhoeven, qui avait extrêmement impressionné McTiernan sur le 4e homme, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les propos de McTiernan. Jan de Bont, le réalisateur de Speed et Speed 2. Mais qui est un des plus grands chefs-op qui de Antise, qui ait jamais vécu. Speed est plutôt bien foutu. Speed c'est cool. Antise. Parce que peut-être Thomas préciser ou repréciser pour nos jeunes auditeurs que Piège de cristal, Die Hard, le premier, est une sorte de matrice en fait de tout le cinéma d'action qui va venir après. Après, en fait, je pense McTiernan, là, on va dire, a revitalisé le film d'action. Enfin, d'abord, il a pas inventé, mais on va dire qu'il a quand même presque donné ses lettres de noblesse avec le premier Die Hard, et après il a quasiment réinventé pour l'emmener vers un ailleurs avec le 3e Die Hard. Justement, le premier Die Hard, avant il y avait plutôt des films avec de l'action, alors que McTiernan a créé le film d'action quasiment, à la fois par son montage extrêmement novateur, une influence esthétique très européenne, avec la photo de Jan de Bont justement, et ce côté hyper brutal, mais avec en même temps une photo hyper léchée, hyper douce. Il y a notamment tout un jeu avec les flares que des branquignoles comme Abrams font n'importe quoi. Les flares, c'est les reflets. Qui sont des reflets qu'en général les cinéastes essayent au maximum d'éviter parce que ça fait n'importe quoi. On en voit d'ailleurs qui sont propres à l'argentique d'ailleurs. Alors que c'est la présence de la caméra aussi. C'est parce que c'est justement ce que voulait Spielberg, c'est qu'en fait pas Spielberg parce qu'il utilise aussi beaucoup les flares, mais
McTiernan, c'est en fait pour dire constamment aux spectateurs, ce que vous voyez, c'est de la connerie, c'est du faux, c'est faire irruption du réel dans la fiction. Parce qu'après, il a de plus en plus développé dans son cinéma, je pense notamment avec son film peut-être le plus théorique et plus drôle, peut-être le plus ludique là-dessus, qui est Last Action Hero, qui était coécrit par Shane Black, qui était tout un jeu d'aller-retour, de blagues, de références. Qui était un gros échec d'ailleurs. Oui, qui était un gros échec et qu'après il a vraiment mis en pratique de manière plus concrète avec Die Hard 3, dont on va parler un petit peu après. Très bien, c'est la bonne occasion avec Last Action Hero, on écoute un petit extrait. Hey Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Cette fois, personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince. Être ou ne pas être. Ne pas être. En attendant Godard, il est 19h38, vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4 FM. On vient d'écouter un extrait de Last Action Hero de John McTiernan. On nous peut-être rappeler aussi que c'est un cinéaste. Ce film, pour une fois avoir un bon film à l'Arvor. Il passe le 11 novembre, c'est le mardi 11 novembre à 20h30 ou 21h je crois, et la séance est gratuite, il faut juste réserver ses places sur internet. D'accord, c'est quand même bon à savoir. Donc, McTiernan est un cinéaste aussi d'une génération particulière, donc il est né en 51, s'il faut le rappeler. C'est vraiment la même génération que Cameron, justement, qui sont les deux cinéastes d'action qui se tirent à la bourre. Souvent mis ensemble. Qui sont souvent mis en comparaison, on va dire, dans les films se tirer à la bourre au box-office début 90, fin années 80, Cameron avec Aliens, avec Terminator 2, avec True Lies, tout ça, et McTie avec Octobre Rouge, avec Die Hard, avec Predator, qui lui a connu un revers au box-office McTiernan à partir de Last Action Hero, qui après il a repris avec Die Hard 3, mais qui sont tous des films qui ont connu des problèmes de production, en tout cas des problèmes de coupe, parce qu'il y a 4 de ces films qui ont été remontés, ce qui n'est jamais arrivé à Cameron, qui a toujours eu un contrôle quasi absolu sur ses films, alors que McTiernan c'est vraiment un cinéaste de studio qui a rarement initié de projets personnels, bien qu'il ait réécrit tous ses films, à part Nomads, qui était son premier long métrage. Il a toujours été producteur exécutif. Voilà. De ses films, mais néanmoins c'est pas lui qui avait le plus de pouvoir, c'est pas lui qui avait le final cut sur ses films, parce qu'il y a donc Last Action Hero qui a été remonté, en tout cas qui est pas le montage qu'il voulait, parce qu'il voulait que ce soit un peu plus resserré. Il y a Die Hard 3 dont la fin a été changée. Il y a le 13e guerrier qui a été repris en main par le producteur Michael Crichton, et il y a Rollerball qui là a été presque démoli, bien que je trouve que le film par Charles Roven, bien que le film ait des restes absolument sublimes. Alors justement sublime. Jean-Pierre. Justement pour continuer justement sur ce que tu viens d'évoquer, Thomas. Est-ce qu'on peut revenir sur vraiment son tout début, son explosion avec Predator, qui j'ai lu quelques 87, critiques, voilà 87. J'ai lu quelques critiques de l'époque. Alors c'est assez marrant parce que dans la réception de ce film, il y a deux axes pour la réception. En général, il est vu à l'époque comme un nouvel avatar d'un film de Schwarzenegger, qui était en pleine. On perçoit pas du tout forcément. Je coupe un peu, surtout qu'il a été produit par Joel Silver, qui commençait à être le gros producteur badaboom du cinéma d'action hollywoodien avant de faire les Matrix et les Armes Fatales. Voilà. Et outre point de lecture aussi, je pense qu'il n'est plus du tout d'actualité maintenant, et il a été beaucoup vu aussi, beaucoup vu en tout cas. Apparemment assez vu comme un film post-Vietnam. Alors ma question c'est à Thomas, c'est justement comment McTiernan, qui n'avait fait que Nomads, qui est je précise que Thomas est le spécialiste de McTiernan, professeur Thomas, que je m'adresse à lui, qui n'avait fait que Nomads, un film donc en indépendant. Il se trouve embarqué sur Predator. Est-ce qu'il est embarqué sur Predator comme Yes Man, et
complètement au service de Schwarzenegger, j'en sais rien, je ne vais pas poser ça la question. Et comment est-ce que il réussit entre guillemets à retourner la situation, à faire de Predator ce film absolument incroyable qu'il est, ce mélange des genres. C'est quoi le geste Predator Je pense que la raison est assez simple, c'est Joel Silver justement, qui est un producteur qui a toujours eu énormément le nez creux pour repérer des nouveaux talents qui émergeaient, que ce soit pas Richard Donner parce qu'il était déjà un peu pépé à l'époque, mais comme les Wachowski sur Matrix, tout ça en fait c'est juste que Silver a le nez creux, et en fait à l'inverse de producteurs qui voulaient prendre justement des figures parce que des mecs ils savent gérer un plateau, tout ça, Silver a vu Nomad, il a vu que le mec avait des capacités, donc du coup il a pris en fait pour faire un film qui certes était dans le moule Schwarzy, mais qui avait quand même une marge de manœuvre dans le film, bien que la production était hyper compliquée, parce qu'il y a notamment pas mal de scènes qui ont été faites par la deuxième équipe, notamment toute l'attaque du camp au début, toute l'attaque du camp par le commando, bien qu'après ça a été retravaillé et refait par McTiernan. Mais comme je disais, en fait, il a réécrit tous ses films, parce que le scénar de base de Predator, c'est quasiment un remake de Aventure en Birmanie de Raoul Walsh avec Errol Flynn, mais dans lequel après McTiernan a pu réinsuffler en fait les thèmes qui l'obsèdent, à savoir la fin de la communication, le retour à une certaine bestialité de l'homme, et avec un survival avec une économie de dialogue en fait qui lui permet en fait de faire que du cinéma instinctif, on va dire. Je vais juste faire une petite digression, et ça va lier ce que tu dis Jean-Pierre et donc Thomas, c'est revenir à Nomads, à la réception en fait. C'est que Starfix, donc la revue des années 80, donc notamment dirigée par Christophe Gans, ont tout de suite perçu vraiment l'originalité de son cinéma des Nomads, surtout en entretien. Et quand on lit l'entretien donc de Gans, donc dans le numéro de Starfix au moment de Cannes, l'époque tout de suite, c'est que McTiernan, il se rend compte, est quelqu'un de extrêmement cultivé et qui lui parle d'Antonin Artaud. Donc, quand on voit en fait, marché de festival de Cannes, parce que justement McTiernan en fait c'est quelqu'un qui a fait toutes ses études à New York dans les années 60, donc il est vraiment pétri de cette culture hyper européenne, à la fois que ce soit les nouvelles vagues françaises, le italien, tout ça, même toute la musique de l'époque, vraiment tous les clubs de jazz, parce que c'est quelqu'un qui pense le cinéma comme de la musique. Les clubs de jazz en 1960. Il y en avait encore, mais bon, même si encore aujourd'hui, je pense. Même si comme McTiernan, sa musique de prédisposition, c'est plus la musique classique, et justement, il monte en fait ses films comme des symphonies, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il a vraiment comme un concerto. Comme un concerto. Pour reprendre l'ouverture. C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça qu'il a vraiment une culture assez bizarre dans le moule des réals hollywoodiens, parce qu'elle est pas du tout américaine. Enfin, c'est quelqu'un de assez lettré. C'est comme si Nouvelle Hollywood. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il arrivait avec un cran de retard par rapport à ses potes. C'est ça. Ce qui est rigolo dans le cinéma de McTiernan, alors je parle peut-être au nom de la table, c'est que nous on a grandi avec ces films-là. Vraiment, on était gamins, ados quand Predator est sorti, ou quand Die Hard, surtout Die Hard. Moi je me souviens Die Hard 3 avec beaucoup d'émotion la première fois que je l'ai vu. Mais ce qui est rigolo, c'est que autant nous on l'encense depuis qu'on est gosse, autant un mec comme Christophe Gans, dont on sait l'immense cinéphilie et l'immense respect que j'ai pour lui en tant que critique, peut-être pas en tant que cinéaste, parce qu'il se casse la gueule de temps en temps, mais c'est peut-être pas toujours sa faute. McTiernan se cassait la gueule en termes de critique, où on prenait pour un décérébré tout débile. Et encore, maintenant, dans la plupart des critiques, McTiernan était jamais cité. Ou même jamais cité. Ersatz de Schwarzy Movie, tout ça. Maintenant, le mec, il a une rétro à la Cinémathèque. Tout le monde lui lèche les boules depuis sa sortie de prison en disant vous êtes un génie, vous êtes un génie, vous êtes un génie. J'ai envie de mettre l'accent au-delà de son immense talent de cinéaste, qui n'est vraiment plus à démontrer, et de la coolitude absolue de ses personnages, parce qu'il y a aussi un traitement sur le personnage masculin qui est passionnant. C'est comment ces crevards de critiques à 2 balles, Made in Télérama et compagnie, ont retourné leur veste en le traitant avant de faiseur lambda, en le traitant pas, et en maintenant en disant que c'est limite un artiste. Le problème justement, c'est que je trouve qu'il ne retourne pas vraiment, parce qu'il y a toujours quand même un certain
snobisme et dédain à aborder McTiernan. Tu parles de Télérama. Il y a bien sûr, c'est l'interview culte. C'est l'interview culte des dernières semaines, quoi. C'est une honte. Jérémy Rouston de Télérama. Jérémy Rouston, qui était déjà le gros tocard, qui avait fait un papier lamentable sur la mort de Tony Scott. C'est une sorte de sac de Mary Poppins de la connerie. Quand on sort un truc, puis en fait, c'est infini. Il n'y a que de la connerie. Un gros sac de merde qui sort. Donc, quand même, il commence l'interview, McTiernan a l'air à cran, et il le dit lui-même en plus parce que voilà, il est sur sa lancée, sortie de prison, dépression. Et puis en plus, il est quand même assez fatigué, puis il a eu une semaine assez éprouvante et tout l'interview. Et donc, il lui commence à lui faire des blagues en lui disant qu'il pourrait se lancer en politique et faire un film qui s'appelle McTiernan versus Predator. Gros bide, McTiernan n'a pas envie de rire. Bah non, c'est nul. Il continue en disant, lui, Jérémy Rouston, vu qu'il porte un t-shirt rouge et que le Télérama était porté par les Dominicains, c'est qu'il est d'extrême gauche et du coup il est d'accord avec lui. Encore un gros bide, McTiernan ne voit pas trop où il va en venir. Et il finit quand même par lui demander s'il a vu Prison Break pendant qu'il était en prison, quoi. Donc là c'est carrément indécent. Est-ce qu'on pourrait pas... Donc tu vois, en fait, du coup, je pense pas vraiment qu'il y a une appréciation de la critique cette frange de la critique française là pour autant. Dans première, juste, je sais pas si tu as lu pour la presse du grand public, il y a une interview de Yal Sadat qui écrit aussi, je crois, à Chronic Art, mais bon, qui commence assez mal puisque j'ai une citation, l'ouverture de son article, c'est: le cinéaste a martelé à tout bout de champ ses griefs contre les puissants avec une insistance frôlant parfois la paranoïa conspirationniste. Alors, le mec déjà ouvre son truc là-dessus, puis John McTiernan lui demande s'il était à la rétrospective et le mec répond non, j'avais pas le temps, j'avais trop de travail. Alors, juste avant de... Pas non plus l'extase. Justement, juste avant de revenir quand même à McTeam, il y a quelque chose d'important dans la réception, l'unanimisme un peu, quand tu tapes son nom, la ça fait plaisir quand même, quoi. Non, mais ça fait plaisir, c'est clair, mais il y a quand même... il faut raison garder aussi, parce qu'en France, on adore... c'est un marronnier, le cinéaste ou l'acteur américain qui est un peu dégoûté de son pays, qui est un peu contre la politique, et que la France va inviter sur tous les plateaux. Enfin, faut se rappeler l'époque Bush, où les médias, c'était vraiment un marronnier d'inviter. Comme si on était une sorte de terre d'exil pour les exilés politiques. Exilés intellectuels maintenant. Et qui participe de notre espèce d'amour-haine, amour-fascination qu'on a pour les États-Unis. À la fois, on les aime, on les adore, bref. Et donc, juste pour dire que bien détacher ça, je pense qu'il y a une espèce d'emballement, mais qui relève du marronnier, du vrai travail de Macti qu'il faut absolument. Qui était exactement le discours de Toubiana à la Cinémathèque. C'était pas du tout sur son cinéma parce qu'il comprenait pas pourquoi est-ce que McTiernan était encensé. C'est juste que oui, c'est un grand artiste qui sort de prison. C'est ça. Il y a cette dialectique complètement foireuse. Artiste maudit versus méchant producteur. C'est vrai qu'il faut bien faire attention à ça. Oui, vas-y. Terminer là-dessus. Il y a quand même en plus, je parlais de l'interview de première parce qu'elle est révélatrice, puisque c'est quand même un journal grand public, mais qui a souvent à cœur il y a quand même quelques articles de fond parfois intéressants, et là en l'occurrence, même si l'article commence mal et que le mec a l'air d'une tête à claque, il finit par révéler quelques trucs intéressants, mais les critiques ont quand même du mal à intégrer le fait que le discours de critique sociale, somme toute assez banal, de dire les méfaits du capitalisme et l'aspect de la prison comme système répressif, ce qui est quand même une analyse bourdieusienne ou pas bien méchante. McTiernan termine quand même son interview en disant: toute forme d'art et politique, les convictions de l'auteur sont toujours cachées quelque part, ce qui est une évidence à mon avis. Et quand même, les journalistes n'arrivent pas à intégrer ça, quoi. Ils se disent on s'en fout, parlez-nous plutôt de si vous avez mis un plan bleu, un plan rouge, ou pourquoi vous avez choisi tel mec, ou est-ce que vous n'avez pas regardé Prison Break en prison. Je trouve ça quand même assez révélateur de la critique, d'un certain état de la critique, où les mecs refusent, même si on leur met devant les yeux, genre regardez, j'ai fait ce film là pour dire ça parce que c'est politique. Ils font mais non, on s'en branle en fait, on veut pas savoir ce que vous avez voulu dire, quoi. Ouais, mais par contre, et la prison aux États-Unis, par contre, c'est comment? Alors, c'était dur? Bah non, c'était les bisounours. Alors, au niveau de la forme, non, c'est juste qu'on va faire la dernière. Mais juste, vas-y. Ouais, non, excuse-moi, justement, Thomas, que reste-t-il on n'arrive pas à la fin tout de suite, mais de McTiernan pour revenir vraiment à lui, à sa forme, à son apport et tout ça. Que reste-t-il, que subsiste-t-il, que va-t-il Disons qu'elle a été complètement violée. Oui, quel va être son avenir, puisqu'il a un film sur les rails. Il a un film sur les rails, mais on va en parler après la pause. Un petit extrait du 13e guerrier. Lo, there do I see my father. Lo, there do I see my mother and my sisters and my brothers.
Where do I see the line of my people? Back to the beginning. No, they do call to me. They bid me take my place among them. In the halls of Valhalla, Where the grave they live. forever. En attendant Godard, il est 19h52, vous êtes sur Radio Campus Rennes. Que John McTiernan puisse faire des films forever. C'est un peu ça, ouais. Donc un extrait du 13e guerrier donc de McTee. On va terminer donc sur John McTiernan en parlant, voilà, on avait coupé juste là donc avec ta question Jean-Pierre sur finalement influence, héritage aussi, puis qu'est-ce qu'il en est aussi de lui, de son cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'il va encore refaire un film? Justement, normalement, il a un film en projet qui va normalement commencer à tourner avant la fin de l'année, qui s'appelle War Birds ou War Planes, je sais plus. Par Red Squad, non? Red Squad. En fait, je sais plus le titre. Ah oui, ça change un peu. Parce que ça change. Donc, peut-être qu'il sera un film qu'il fera avec John Travolta, qui retrouve après Basic, qui est son dernier film en date, qui date déjà de 2003. Ça nous rajeunit pas. Non. À l'époque, En attendant Godard n'existait pas. Donc c'est le monde de la critique était nul. Et donc du coup, en fait, ça sera une histoire sur des pilotes de Canadair qui l'hiver se font chier parce qu'ils n'ont pas l'incendie, donc ils sont tristes. Et donc du coup, ils vont soulever, on va dire, leur avion à des troupes de mercenaires. Et évidemment, ça passe. Ça fait un peu Expandable en fait. Voilà, ça fait un peu ça et ça passe pas comme prévu. En fait, le truc, c'est qu'ils tournent avec une prod française, parce que de toute façon, pour l'instant, aux USA, il est grillé. Visiblement, il est quand même pas en odeur de sainteté parce que le monde hollywoodien, c'est pas un retour triomphal non plus. Mais ce qui est génial d'ailleurs, là, ça me vient tout de suite, c'est qu'ils se retrouvent dans la même situation que De Palma. Exactement. En espérant qu'il fasse des films moins fauchés quand même si j'aime bien ces derniers films. Mais bon, oui, mais c'est pas la même économie, quoi. Surtout le problème, c'est qu'effectivement, ça sera pas une prod énorme parce que le prod français, en fait, c'est plutôt des mecs qui feraient genre des bises dégueulasses dans les pays de l'Est, là-bas, tout ça, machin. Et en fait, le problème, c'est que, ce qui intéresse McTiernan, c'est qu'il veut tourner avec beaucoup d'effets spéciaux numériques, donc ce qui quand même nécessite une infrastructure et un budget assez important. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que McTiernan, c'est quand même un mec qui est assez old school dans sa manière de faire. Et ce que j'ai peur, c'est qu'ils prennent pas le pli du numérique et qu'en fait, ils fassent des trucs assez informes ou assez dégueulasses, quoi. Ça, c'est clair. Parce que par exemple, à l'inverse d'un mec comme Verhoeven, qui lui a toujours kiffé ça, à la fois les effets de plateau, les effets numériques, c'est un truc qui sait très bien gérer, parce qu'en plus, c'est vraiment un mécanicien, un technicien, un ingénieur, un peu comme Cameron. En fait, j'ai un peu peur que ça fasse cheap, en fait, et que McTiernan n'arrive pas à s'adapter à ce truc-là. Ouais, c'est ça. Thomas, on a 2 minutes, concrètement on a 2 minutes pour parler de héritage influence, et je me disais tu aurais pu prendre 2 minutes, même si tu pourrais en prendre 2000, pour parler de Rollerball. Parce que effectivement, c'est un film qu'on pourrait aussi coupler avec un film de Verhoeven, comme quoi c'est deux cinéastes qui vont ensemble, avec Showgirls. Exactement. Et aussi, et là ça va pas te faire plaisir, mais quelque part un des descendants de Rollerball, c'est Spring Breakers. Donc t'as plus qu'une minute là. C'est ça. Alors déjà tu vas arrêter avec Spring Breakers parce que je vois pas vraiment le rapport. Oui, effectivement, pour moi c'est un film jumeau de Verhoeven, enfin avec deux Verhoeven, avec Showgirls et avec Troopers. Dans cette manière en fait hyper frondeuse d'aborder son matériau et qui est un peu cynique, mais de renvoyer au spectateur la gueule, la merde qu'il est venu chercher. Dans Showgirls, c'était vraiment le cul montré de manière extrêmement vulgaire et explicite, alors qu'en Rollerball, c'est plutôt de la violence, justement. Et c'est pour ça qu'en fait, le jeu de Rollerball ressemble à Interville filmé par l'inspecteur Clouseau. C'est un jeu hyper débile qui n'a pas de sens et qui en fait n'a pas de but, parce que le jeu en lui-même, on s'en branle, c'est vraiment hyper clipex, hyper monté, hyper découpé, ultra vulgose dans son décorum, vraiment des couleurs rouges qui pètent de partout. Il y a Jean Reno aussi. Jean Reno en plus qui participe au caractère grotesque et pas très appréciable du film, je pense, du coup, et gros, du coup. C'est pas le pire. Là, c'est pas le pire, mais en fait, c'est vraiment un film intéressant, bien qu'il était charcuté. Il manque en gros à peu près une demi-heure de film, où à la fin, il doit y avoir une vraie révolution des prolétaires du peuple. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est un peu stalinien, quand même. Ouais, en fait, du coup, la fin fait couper. Elle est vraiment coupée dans son ampleur, mais je trouve que le film a encore vraiment de très beaux restes, à la fois théoriquement et à la fois en termes d'esthétique, parce qu'il comprenait en plus d'une poursuite en vision de nuit qui est vraiment une scène impressionnante et qui en plus veut dire énormément de choses sur le rapport qu'on a au personnage et sur la manière d'appréhender l'action et l'empathie est très très décrié. Ouais. Mais je trouve vraiment
en termes formels, déjà, il voulait théoriser et mettre en pratique une forme spectaculaire, une forme du spectacle, comme dirait Guy Debord, même si je sens que Mathieu n'est pas tout à fait convaincu par mon analyse, mais tu pourras lire mon mémoire. Ouais, donc voilà, du coup, je trouvais ça vraiment intéressant, mais le fait qu'on lui ait coupé les ailes, c'est vrai qu'idéologiquement, le fait que les prolétaires se rebellent pas eux-mêmes et que au final leur seul mouvement ce soit d'appeler la star et de se ranger derrière lui. C'est vrai que si c'est ça qui a été coupé, c'est carrément idéologiquement c'est une trahison. C'est assez problématique. Si on trouve aussi des descendants dont on parle peu finalement de la relation avec McTee, mais c'est eux-mêmes aussi, on peut les trouver en Corée aussi. Ouais, je pense notamment à Bong Joon-ho qui a aussi un peu un traitement de l'action et des personnages qui peut faire penser à McTee, et en plus une manière assez frondeuse d'agir quoi. Donc, voilà. Bon voilà. Mais après sur Rollerball, en fait, je pourrais rester 45 minutes. La semaine prochaine, une spéciale Rollerball. Une spéciale Rollerball. Donc voilà pour la mini balade un peu dans le cinéma de John McTiernan. Les coups de cœur de la semaine, Mathieu. Moi, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est juste que je vais mettre un petit coup de projecteur plutôt sur la nouvelle saison de Boardwalk Empire qui reste quand même une bonne série. D'accord. Thibaut. Moi, Mange tes mort, meilleur film français de l'année, et Le Mosquito Coast de Peter Weir. Voilà, encore une plongée digne de Joseph Conrad dans la jungle avec un Harrison Ford bluffant. Ok. Jean-Pierre. On parle de comics, la réédition du run de Frank Miller sur Daredevil, où il a mis en place le découpage et les thématiques qui ont fait sa renommée pré-Batman Dark Knight, à lire absolument. Chez Panini. Chez Panini Comics. Thomas. Moi, c'est Submarine, comédie romantique dramatique de Richard Ayoade, anglais, sorti il y a 3 ans, et c'est super beau. Et quant à toi, Erwan, ton petit coup de cœur? Mon petit coup de cœur, c'est la classe absolue, c'est Thomas Crown de John McTiernan, parce que ça fait toujours plaisir de revoir une telle santé de mise en scène. Donc voilà pour l'émission. Avec ce final. L'émission est terminée. On remercie chaleureusement vraiment Julien pour la réalisation de l'émission, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de petit caca avec Stilerman, tout ça. Gros caca. Voilà. Un beau mot de la fin. Bonne soirée à tous, merci les gars, et donc à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.